Bienvenue, benvenuti dans Saderail, le podcast qui parle d'un sport dont le premier grand tour se déroule en Italie. Le Giro qui démarre le 6 mai. On va faire une intégrale tour d'Italie aujourd'hui. Nos favoris, nos espoirs, nos envies, les Français, tout va y passer. Mais ce ne sera pas totalement la Dolce Vita parce qu'on a un invité exceptionnel. Jérôme Pinault, le manager de B&B Hotel KTM, sera avec nous tout à l'heure. Beaucoup de coups de gueule de sa part depuis le début de la saison. On va parler d'ailleurs de ce début de saison, de sa formation avec lui tout à l'heure. Et avec moi dans le Gruppetto, Rémi Dos Santos. Salut Johan, pourquoi le Gruppetto ? Parce que c'est un nom italien, non ? Ah oui, j'ai d'accord. pris que des noms italiens depuis tout à l'heure. Après, moi je dis des trucs au pif, j'y comprends rien, ce langage, désolé Okay, pour mes amis italiens qu'on adore, bien sûr. Mais je ne parle pas italien. Et Anthony Nicolas, est-ce qu'il parle italien ? Alors, bonjour à tous, Anthony Nicolas ne parle pas italien, il le comprend un petit peu, mais par contre, je suis pas trop chaud d'être dans le Gruppetto, moi. Moi, si je vois que je suis lâché, je mets la flèche direct. Non, mais tu as déjà été lâché par tes propres enfants. On l'a vu sur certains posts sur les réseaux sociaux. A priori, tu as pris un coup de bordure à quelques moments, donc on peut se permettre de dire que tu es dans le Gruppetto. Ouais, c'est pour ça que je reprends un petit peu le vélo, parce qu'ils grandissent et ils commencent à me mettre un peu dans le dur. Ah ouais, tu m'étonnes. Aïe. Ah bah nous, ils mettraient déjà dans le dur, je pense. Vu le niveau de vélo en ce moment, c'est plutôt catastrophique. Bon, on va parler de vrais coureurs, bien sûr, dans le départ. On va parler des coureurs qui vont faire le premier grand tour de l'année. Je parle bien sûr du Giro. C'est parti pour le départ. Le Tour d'Italie commence donc dans quelques jours, le 6 mai prochain, au départ de Hongrie à Budapest. Et oui, ils adorent ça, les Italiens, en tout cas les organisateurs. Encore un nouveau pays pour le Tour d'Italie après l'Irlande, les Pays-Bas ou encore Israël. C'est encore un pays éloigné de la botte. C'est la grande mode des organisateurs. Quand on aura d'ailleurs un jour de repos après 3 jours de course. Est-ce que c'est dérangeant d'aller jusqu'à Budapest ? On s'arrête au bout de 3 jours et puis après on revient en Italie et tout. Est-ce que ça coupe pas un petit peu la course déjà ? C'est à Anthony que tu demandes ou c'est Non, à c'est à toi parce qu'Anthony il a même pas vu le parcours. Donc. Ouais, c'est vrai que moi personnellement je suis pas trop fan. Après, un grand tour c'est un truc que t'attends et là t'as 3 jours puis après t'as déjà un jour de repos. Et jour de repos sur les grands tours, tu le sais aussi bien que moi, c'est quand même les jours les plus tristes au monde. On s'ennuie un petit peu, c'est vrai. Et là t'en as un tout de suite, c'est assez frustrant. Bon. La Hongrie, ça va encore, que c'est pas trop loin de l'Italie, donc bon, on peut à peu près le comprendre. Israël, c'était. Israël, c'était un enfer. C'était... Mais d'ailleurs, on en avait parlé avec des directeurs sportifs et des managers à l'époque qui nous expliquaient, notamment la FDJ, que c'était un enfer parce qu'il fallait doubler les camions, il fallait tout ramener en avion, etc., doubler le matos. C'était quand même un enfer. Tout ça pour quelques jours au final, donc ça. Voilà, je comprends le principe marketing, tout ça, mais après tu t'aides pas en fait les équipes qui sont présentes parce que voilà, ça demande un énorme travail, une énorme logistique pour au final quelques jours. Bon, là ça va qu'il y aura quand même des écarts parce que déjà la première étape, faudra pas se foirer. En effet. Et en Israël, il s'était rien passé. Oui, d'ailleurs, on va en parler de ce parcours. Anthony, tu vas le découvrir en même temps que je suis en train de parler là. Donc, pas mal d'étapes pour sprinters, évidemment, comme chaque Tour d'Italie. On fait part belle aux grosses cuisses. On a aussi pas mal de montagnes. Évidemment, on a 3-4 arrivées au sommet qui sont intéressantes. C'est ça qui vont plaire, bien sûr, aux grimpeurs. Pas beaucoup de chronos. Ça aussi, ça va plaire aux grimpeurs. Un petit de 9 km en Hongrie et un autre à Vérone, du coup, pour l'arrivée. Donc le vainqueur ne sera sûrement pas un gros rouleur, Anthony, si tu fais un petit peu le calcul. Ouais, puis le dernier chrono, c'est un toboggan, quoi. C'est une montée. Bon, c'est pas une montée de ouf, mais c'est une montée de descente. J'adore ça. Donc effectivement, ça sera pas un pur. De toute façon, ce sera la dernière étape, ça sera fait. Donc ouais, un Tour d'Italie plutôt, un petit peu comme d'habitude. Je vais dire, c'est quand même un tour qui est réputé assez dur. Souvent un grimpeur qui s'en sort là-dessus. Bon, toujours pas mal de grands tours aussi, mais plus en Italie, moi je trouve. Donc je pense que ça sera de toute façon fait et je donnerai mon pronostic tout à l'heure quand on y viendra. Oui, mais sûr, moi je pense c'est vraiment tracé pour grimpeurs. Oui, d'ailleurs on le voit sur la start list, on va pas débattre non plus sur ce parcours qui est somme toute assez classique, pas de grosses surprises, des montées connues. Bon, on n'a pas le Monte Zoccolan cette année.
Alors peut-être que je me trompe, il me paraît moins montagneux, moins C'est dur vrai. sur le papier Ouais, c'est vrai. que l'année dernière. Ouais, c'est vrai que j'ai préparé le quiz en fin d'émission qui sera sur le Giro, grosse surprise. Mais voilà, j'ai remarqué aussi sur le parcours qu'il n'y avait pas forcément des grosses étapes comme on a eu avec de la grosse neige bien dure là, Bien où on sûr. peut pas passer. De toute façon, ils ne font plus les grosses étapes, on peut plus passer On peut dans plus la avoir, montée c'est à vrai. chaque fois. Donc on a vu d'ailleurs des images dernièrement d'une montée qui devait être franchie par les coureurs et il y avait déjà de la neige. Donc voilà, du coup on prend plus de risques, on reste à bas le sol. Bon, et bien sûr, il y aura des grosses étapes. Bon, je parlais de la start list parce que évidemment, il y a des bons grimpeurs. Du coup, on voit les profils qui sont assez similaires pour les favoris. Alors, on parle d'Ineos avec Richard Carapaz et Richie Porte, bien sûr. Astana, on a Miguel Angel Lopez. Bahreïn, a Landa Bilbao. Bora, il y a le coacheur Kelderman, Bourman, Kamna, Hindley. On a Cartier, Chavez pour IF. On a Simon Yates. On a Giulio Ciccone, Joao Almeida, Tom Dumoulin, qui est un petit peu, entre guillemets, l'OVNI. C'est un tour non exhaustif des favoris. J'ai oublié les Français, c'est normal, on en parlera plus tard. Mais sur le papier, en fait, j'ai du mal, Rémi, à sortir un gros favori, même si bon, on sait que Richard Carapaz, quand il est dans un gros moment, est capable de, mais je trouve ça assez homogène. Je me dis, il peut y avoir n'importe qui vainqueur ici. Je suis d'accord avec toi. Oui, il y a Carapaz qui sort du lot. Simon Yates aussi, il a quand même gagné une tout à Vuelta. fait. Mais c'est vrai qu'après, difficile de savoir qui entre Landa et Bilbao sera leader de la Bahreïn. Non, c'est clair. Est-ce qu'on aura un grand Bourman, un grand Kelderman, ou est-ce que Jay Hindley va ressortir de sa boîte Puis même, tu l'as dit aussi, Tu Giulio connais Ciccone, capable, s'il tombe pas. voilà, Joao il Almeida, on peut connaît tenir. son niveau. Almeida, bon, il n'est pas avantagé par le fait qu'il y ait très peu de chrono, mais c'est pas si dur, donc il peut tenir. Et puis un bon grimpeur. Ça reste un bon grimpeur, donc on parle pas des Français tout de suite. Oui. Mais donc oui, sur le papier, c'est très ouvert. Ça a l'air globalement autant ouvert que l'année dernière. Au final, il y avait Bernal, mais je pense qu'il n'y aura pas une domination à la Bernal comme l'année dernière. Pas de domination, tu penses, Anthony, sur ce Giro? Ça va être assez homogène aussi sur ces routes. Bon, il y a toujours quelqu'un qui peut se dégager, Toujours. évidemment. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai regardé un petit peu cette start list, je dis ça va être intéressant parce que là, ça peut partir de partout. Bon, finalement, ça sera un Bahreïn qui gagnera, mais bon, ça peut aller de partout. Non, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que vous mettez. Alors, ouais, les favoris que tu as donnés, là, c'est vrai que ça se tient, mais moi, je vois quand même Carapace un petit peu au-dessus. Ouais, quand même. Un petit peu au-dessus de ces mecs-là, sachant qu'en plus, quand on sait un petit peu le niveau des coureurs Lineos, on sait qu'ils ont chacun des grands tours qui sont répartis. Pour l'instant, Carapace est annoncé uniquement sur le Giro. Je pense qu'il va pas vouloir se louper. Moi, je le vois quand même un tout petit peu au-dessus de tous les noms que vous avez donnés. Et puis, on a quand même une équipe Ineos qui a de la gueule. C'est vrai. Qui a de la gueule avec Astroviro, Ben Telet, Narvaez, Porte. On a des mecs qui savent rouler, des mecs qui savent gagner des grands tours. Moi, je mettrais quand même un petit peu Carapace un tout petit peu au-dessus. Mais après, ouais, je te rejoins sur la start list. Elle paraît plutôt homogène. On n'a pas, bien évidemment, les épouvantails, les Pogacar, les Roglic, on les a pas. Donc, on espère avoir une course un petit peu plus ouverte, mais moi quand même, ça va donner un petit indice sur mon pronostic, mais je mettrais quand même Carapace un petit peu au-dessus. Oui, et puis Carapace qui n'a plus couru depuis le mois de mars, quand même. Fin mars, il avait terminé deuxième du Tour de Catalogne en remportant notamment une étape. C'est pour ça qu'on pas l'oublie un petit peu, mais on ne sait pas trop quel est son niveau. Il s'est un petit peu échappé, entre guillemets. C'est le cas. Bernal aussi faisait ça souvent. Il coupait longtemps avant de reprendre les courses. Voilà, donc Richard Carapace, c'est vrai, un tout petit peu. Il y a aussi, je voulais revenir assez rapidement, Tom Dumoulin, lui aussi, parce qu'il arrive avec une équipe de la Jumbo-Visma complètement pour lui, quoi, en fait, tout simplement. Il y a même pas de sprinter, même pas un petit Olaf Koy, un truc comme ça qui pourrait découvrir un peu le Giro et les routes italiennes. Là, vraiment, on est 100% Tom Dumoulin. Est-ce qu'on y croit à Tom Dumoulin pour aller chercher une victoire, une deuxième victoire dans le Giro? On se rappelle qu'il l'a remporté quand même. Je mettrais pas la grosse mise sur Tom Dumoulin, personnellement. Bon, déjà depuis le début de saison, c'est pas franchement incroyable. Puis dans quel état il est, puis
La Jumbo, elle est que pour lui, mais c'est pas non plus de la Moi, j'aurais grosse pas tout mis, Jumbo. moi. Si j'étais manager, j'aurais y a- pas tout mis parce que. T'as potentiellement un fausse Soleva qui peut prendre le relais Oui, derrière, c'est même vrai. si, alors pas de la même manière, c'est pas Vingegaard, donc Mais non, il mais au fera moins pas un petit deuxième. sprinter pour avoir un petit truc. C'est vrai, peut-être Un affini petit- en chrono pourrait gagner le premier contre-la-montre, c'est Pourquoi vrai. pas. Mais voilà, à part ça, et vraiment, si jamais Tom Dumoulin se loupe, ce qui peut arriver, ça peut être très compliqué Ça peut pour être la long. Jumbo. Ça peut être long. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, il joue tout sur du moulin. Je sais pas si c'est la bonne tactique. Après, il faut bien qu'il revienne dans un contexte un peu moins compliqué hein, en termes de Pas pression. Roglic dans les pattes ou Voilà, il y a de la par pression. exemple, il aura plus de pression sur le tour malgré tout. Même s'il n'est pas français, ça reste le tour le plus regardé. Donc peut-être reprendre un peu tranquillement sur une course qu'il a gagnée, c'est peut-être le mieux pour lui. Ouais, et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Pascal Encorn dans cette équipe. Et donc, si jamais il gagne, on pourra l'inviter parce qu'il parle français. Exactement. Grâce à Gilou, on a la petite info. Anthony, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'entendais parler derrière au moment de Tom Dumoulin. Vas-y, exprime-toi. Ouais, non, c'est juste que ouais, Tom Dumoulin, comme Rémi a dit, hein, parce que l'équipe elle est autour de lui, mais qui pour l'accompagner si vraiment il se retrouvait leader et porteur du maillot rose. Cohen Quand on Bouman, voit sur le papier. Tobias Foss, Sam Sam Omen, Omen, voilà, Sam Ouais, ça va, mais que je reviens encore sur l'Ineos quand tu les mets à côté de l'équipe de mercenaires qui aligne Ineos. Je vois pas une équipe Jumbo capable de rivaliser. Et maintenant, est-ce que Tom Dumoulin, et je vois pas un Tom Dumoulin assez fort depuis le début de saison, même s'il revient quand même, je le vois pas assez fort pour pouvoir s'imposer. Après, c'est vrai qu'en 2017, je crois, 2018 qu'il avait gagné, personne ne le voyait non plus gagner, et il avait pas de mémoire, pas spécialement d'équipe autour de lui. Donc, affaire à suivre, mais non, moi, je n'y crois pas spécialement non plus du côté de Dumoulin. Bon, il y en a deux qui tournent autour depuis un petit moment d'une victoire dans un grand tour. Hein. Bon, on sait que Hugh Cartier a déjà fait un podium, Kelderman aussi, Hindley aussi, d'ailleurs la même année sur le Giro. Mais Miguel Angel Lopez et Mikel Landa, ce sont deux coureurs qui sont là depuis très longtemps. Lopez a tourné autour de la victoire sur un grand tour. Est-ce que c'est pas le moment, alors que bon, il n'aura pas le dossard numéro 1 parce qu'il y a un certain Vincenzo Nibali dont on connaît le niveau qui est pas trop bon en ce moment, il pourrait peut-être se relever, on sait jamais, hein. Le requin de Messine peut toujours mordre, mais est-ce qu'on y croit aussi à Miguel Angel Lopez ou Mikel Landa? Est-ce que Rémi, tu as une préférence entre les deux pour aller, pourquoi pas, jouer à la victoire finale, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de chrono? Alors sur les deux intrinsèquement, je dirais Landa qui offre beaucoup plus de garanties que Lopez. Bahreïn déjà. Qui a la garantie. Bien sûr. Hein. Et Woodpulse pour aider, évidemment, Bilbao. C'est vrai qu'ils ont une belle équipe. Tratnik aussi, c'est quand même bien solide. Maintenant, Lopez, sur le papier, il est quand même meilleur grimpeur, donc attention à Lopez. Il a gagné son étape sur le Tour des Alpes. Maintenant, ça reste vraiment pour moi une énigme. J'ai pas l'impression qu'il soit assez régulier sur 3 semaines pour se mêler à la lutte pour la victoire. Il faut pas qu'il abandonne aussi, enfin qu'il faut rage pas qu'il- quitte. Hein. Ouais, c'est ça. Alors que lors de sa dernière Vuelta, il a un petit peu balancé le vélo et insulté un peu tout le monde avant de partir. Miguel Angel Lopez, c'est vrai qu'on sait jamais lequel on va voir. Hein. C'est toujours un peu différent, même en termes de niveau d'ailleurs, parce qu'il a vraiment montré de très belles choses, mais des fois il est un petit peu en dedans. Anthony, tu n'as pas un petit coureur là qui va monter sur la boîte là, je sais pas, un petit coureur qui va faire la fiesta, même si c'est de l'italien, j'aurais dû utiliser de l'espagnol, pardon, j'aurais dû utiliser de l'italien. Quelqu'un qui tu vois qui pourrait faire fort aussi sur cette Vuelta, ce Giro, voilà. Ouais, moi je dirais Landa, hein, parce que pour revenir à la proposition que tu avais faite au début, Landa, Miguel Angel Lopez, excusez-moi pour mon accent, mais je dirais Landa. Vous savez pourquoi? La Bahreïn. Parce qu'il est à la Bahreïn. Et voilà, mais de toute façon, à partir de là, tes arguments sont bons. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Mais des fois, on cherche midi et 14h, mais voilà, il faut être honnête. Faut couper court. Bon, avant de parler des Français, on va parler de ton pays, bien sûr, Rémi Dos Santos. C'est Joao Almeida. Alors, est-ce qu'on le voit bien, mon Joao? Parce qu'il est leader quand même de Emirates. Tu le vois bien ou pas? En tout cas, je pense que au niveau du parcours, c'est pas si mal. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça aurait pu être mieux avec un peu plus de chrono. Maintenant, il a fait 3e du Tour de Catalogne. C'est quand même pas mal. Ouais, avec Carapaz. Il a fait 8e de Paris-Nice. Donc, il a ses résultats depuis le début de la saison. Il est plutôt là, il répond présent.
L'équipe autour de lui, elle est quand même relativement solide. Formolo, Ulissi ou pour l'aider. Bon, Rui Costa, évidemment. Évidemment, Le toujours totem. présent. Le totem, bien sûr. Il faut le bien capitaine un de route. Rui Oliveira, Rui Costa, il faut bien des copains autour de lui, Ah ça, oui. c'est sûr. Ça a bien parlé portugais le soir à l'hôtel. Non, je pense que João Almeida, je sais pas s'il est capable d'aller le gagner, mais je pense qu'un top 5 se joue largement. Je le vois encore un peu tendre par rapport à un Carapace ou un Yates. Maintenant, il jouera la gagne il jouera le podium, pardon. Ah, alors le podium, pourquoi pas. On n'est pas encore dans les pronos, vous en faites pas, on fera vraiment un prono clair et précis parce que là on donne un petit peu tous les favoris. Ça y est, on va parler de choses bien plus importantes. Ce sont les Français qui sont là avec la première de Guillaume Martin qui viendra sur les routes italiennes. Mais pour faire quoi, Guillaume Martin ? Avant de parler de Romain Bardet, évidemment, qui sera là. Guillaume Martin, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que moi, je pense qu'il va faire le Tour de France. Ça me paraît quand même assez bizarre et je crois qu'il a déjà déclaré qu'il allait le faire les deux. Du coup, on ne peut pas jouer le général sur les deux, ou alors on s'appelle Marco Pantani, mais ça, c'est notre époque. Et qu'est-ce que va faire Guillaume Martin ? Autre méthode. Qu'est-ce que va faire Guillaume Martin ? Tu le vois dans quel rôle ? Moi, je le vois dans un coureur qui va aller dans les échappées et qui va tenter de gagner une étape. Jouer le maillot de meilleur grimpeur. Ouais. Je vois pas autre chose pour lui. Et Anthony, pareil ? S'il joue le maillot de meilleur grimpeur, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et qui dit aller au bout dit qu'on va se rapprocher quand même du Tour. Et moi, je pense plutôt qu'il va venir viser des étapes et peaufiner de la préparation. Et non, viser des étapes. Moi, je pense plutôt qu'il est dans une optique comme ça. Effectivement, il a annoncé le Tour. Même bon, si c'est, il y a quand même du temps après. Moi, je pense plutôt qu'il va venir viser une étape plutôt qu'un maillot de meilleur grimpeur. Mais il n'a pas le droit d'abandonner Guillaume Martin parce que c'est quand même le recordman de jours de course sans abandon. Si ma mémoire est bonne, je ne sais pas on est à combien, mais c'est un truc phénoménal. Et donc du coup, je ne vois pas abandonner, mais c'est vrai qu'on a du mal à le voir jouer le général sur les deux. Si jamais il fait le Tour d'Italie, sur le Tour de France, il visera les étapes et vice-versa. On va voir comment ça se passe parce qu'on a aussi un Yannis Aguirre qui est plutôt pas mal. Simon Geschke sur le Tour de Romandie qui a fait podium, bon, pourquoi pas. Non, mais en vrai, il y a quand même du matos chez Cofidis et il a du mal à lâcher quand même, mine de rien. Même quand il joue juste les étapes et tout, il a du mal à rester un petit peu à l'arrière. C'est quand même quelqu'un qui est trop régulier pour ne pas jouer presque le général. Ou alors, dans cet ordre-là, d'accord, venir jouer le meilleur grimpeur sur le Giro et viser les étapes sur le Tour, ok. Mais pour moi, c'est quand même compliqué de finir le Giro meilleur grimpeur et encore de venir postuler à des choses sur le Tour. Bon, on va parler de l'homme qui va jouer, lui, le général vainqueur du dernier Tour des Alpes, c'est Romain Bardet, 7e l'an dernier lors de sa première participation. Alors, il faut savoir aussi qu'il va devoir vaincre le signe de malédiction, la malédiction du Tour des Alpes. Depuis 2013, personne n'a doublé le Tour des Alpes, Tour d'Italie, et surtout, souvent, ça finit en catastrophe pour les vainqueurs du Tour des Alpes. Mais on a l'impression, pour avoir vu sur les courses cette année, Romain Bardet, il est prêt. Et quand on a donné les favoris tout à l'heure, on a dit que c'était assez homogène. Qui nous dit pas que Romain Bardet ne pourrait pas jouer le podium ? On en avait parlé déjà un petit peu dans le dernier podcast, mais là, ça se concrétise de plus en plus. Je vais reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. On a parlé de Landa comme potentiel coureur sur le podium. Peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas pour le podium. Landa, Bardet, il l'a battu sur le Tour des Alpes. D'ailleurs, il a battu toute la Bahreïn, parce que Bilbao aussi était là, avait gagné son étape et il menait le général jusqu'à la dernière journée. Et lui et Arensman, son coéquipier, ont tout fait voler en éclats là-dessus. Bon, grâce à Richie Porte aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais donc voilà, ça reste. Bardet fait partie pour moi des 5 coureurs qui se détachent un petit peu de par ou leur passé ou leurs résultats récents. Pour moi, il joue la victoire, il joue le podium et je vais pas dire que c'est l'année ou jamais. Mais c'est peut-être la dernière possibilité. Oui, c'est vrai que c'est possible. Oui, avec moins de chronos. On sait que Romain Bardet n'est pas forcément à l'aise, même s'il a sorti dernièrement des chronos pas si mauvais. Il arrive quand même à lutter, non pas avec les meilleurs, mais à lutter pour ne pas perdre trop de temps. Anthony, alors toi, tu en avais parlé avec nous aussi la dernière fois. Tu vois aussi en Romain Bardet un des coureurs qui pourrait monter sur la boîte en fin de Giro. Carrément, parce que déjà, bon, on sait, il aime le Tour d'Italie, Romain Bardet. Comme tu viens de le dire, il n'y a pas beaucoup de chronos. On sait que c'est un de ses points, on va dire, faibles. Il a du monde autour de lui.
Ransman, Hamilton. Il a aussi son lieutenant, hein, Romain Combo, qui le suit partout. Donc il a du monde autour de lui. Juste falloir qu'il fasse attention de ne pas se faire piéger. Souvent, nos Français, on se fait un peu piéger en début des grands tours comme ça, sur des coups de bordure à la con, ou que ça soit lui, ou même des fois un Thibaut Pinot, hein, où on se fait avoir sur des trucs à la con dans les premières étapes. Donc bien être vigilant. Et puis s'il a une team DSM vraiment à son service, je l'ai dit, j'ai dit il y a une semaine ou 15 jours dans un dernier podcast que moi je voyais un Bardet qui montait crescendo, qui faisait pas de bruit, qui se préparait correctement. Pour moi, il va falloir compter sur Romain Bardet et bien évidemment je le mets sur mon podium et peut-être pourquoi pas voir mieux. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on y croit, on espère toujours. On n'est pas à l'abri d'une très très bonne surprise pour Romain Bardet qui s'est préparé un petit peu dans l'ombre. On l'a vu sur le Tour des Alpes, mais il s'est pas montré forcément beaucoup cette année, comme toute la DSM. Mais ça, c'est un petit truc. C'est une autre question. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais voilà, moi aussi, ça me fait penser que voilà, pourquoi pas Romain Bardet. C'est vrai qu'on en fait beaucoup sur lui, mais il a été capable et il est toujours capable d'être vraiment très 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 costaud en montagne. Et là, c'est là où il va devoir se montrer, il peut être capable à son meilleur niveau de ne pas être lâché ou de suivre un Richard Carapaz, Rémi. Oui, je pense que intrinsèquement, il n'est pas tant en dessous d'un Richard Carapaz ou d'un Simon Yates. Et comme vous l'avez dit tous les deux, si justement, il se prépare dans l'ombre, il n'a pas de pression. Enfin, il a de la pression parce que ça va être le leader de l'équipe, tout ça, bien évidemment, mais c'est pas le Tour de France. Oui. Donc évidemment, la pression est divisée par 1000. Il est plus trop attendu parce que il est un peu has-been entre guillemets parce que maintenant il a 31 ans, c'est un vieux, il gagnera plus. On pense qu'il est fini, ouais. Voilà, comme Pinot, de toute façon. Et du coup, là clairement, il est vraiment pas attendu au sens où on se dit pas c'est bon, il va gagner et tout. Donc évidemment, ses adversaires le prennent au sérieux, il avance pas masqué non plus dans le peloton, mais moi je parle vraiment autour, les suiveurs, les supporters, tout ça, il va être relativement tranquille. C'est le Giro. Puis c'est vrai qu'après, la régularité, ça reste quelqu'un qui a enchaîné les top 10 sur le Tour de France pendant plusieurs années, 2 podiums évidemment, des victoires d'étape. L'année dernière, il n'a pas lutté pour le général dans la Vuelta, mais il a quand même gagné une étape. En 2020, quand il dispute le Tour, avant de chuter, il est dans le coup. Ouais. Romain Bardet, ça reste quand même l'un des mecs, si ce n'est le mec qui, dans les classements généraux en France au XXIe siècle, est le plus régulier. Le plus régulier, ouais, oui, tout simplement, le plus solide. Donc, il sera au rendez-vous, très clairement. Bon, j'ai oublié de parler de quelqu'un. On a oublié de passer de l'autre côté de la frontière. Simon Yates, c'est vrai que j'ai complètement oublié d'en parler. Alors qu'il a juste gagné 2 courses en Espagne dernièrement. Deuxième de Paris-Nice cette saison. C'est lui aussi l'épouvantail de cette compétition. Simon Yates, Anthony, il fait presque aussi peur que Richard Carapaz. Ouais. Moi, il me fait moins peur que Carapaz. Ah oui. Déjà, l'équipe est moins solide. Ah, c'est vrai que effectivement, l'équipe me fait moins peur déjà. Et puis Yates, j'ai du mal à le voir régulier moi sur les grands tours. Il est capable de faire des gros coups et de se coucher totalement. Donc non, moi il me fait moins peur. Tu vois, dans mon top 3, je le mettrais pas dans mon top 3. Ah oui, on a bien fait de pas en parler. Alors comme ça, pour Simon Yates, qui revient fort, on a vu 2 victoires en Espagne et puis voilà, il sera évidemment présent sur ce Giro, lui qui a déjà gagné un grand tour. Ce n'est pas le cas de tout le monde sur la start list. Tiens, Anthony, garde la parole parce qu'on va parler de la première d'un ovni. Tu sais, Mathieu Van Der Poel, là, qu'est-ce qu'il va faire sur ce Giro ? Qu'est-ce qu'il nous fait là à venir là-dessus ? Alors j'en ai aucune idée. Tout à l'heure en lisant le drive, je me suis dit mais putain là il vous posait une colle. Je ne sais pas ce qu'il va venir faire. Et pour pas spoiler la fin du podcast où on va ranger les coureurs dans des cases, je me demandais même à un moment si j'allais pas le mettre dans certaines cases. Peut-être ça vous étonnera tout à l'heure, je vous dirai laquelle, mais je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas. En plus il a annoncé qu'il voulait finir des grands tours. Honnêtement, je sais pas ce qu'il vient faire là. C'est quand même la grosse inconnue sur la haute montagne. Ouais. On sait pas ce qu'il vaut en haute montagne. Mais c'est Mathieu Van Der Poel et il est un peu, on peut pas prévoir. Il est imprévisible comme mec. Donc vous dire ce qu'il va faire, je sais pas. Il va avoir un beau terrain de jeu quand même. Moi j'ai une idée. C'est tout simplement, moi je regarde le profil. La première étape, ça termine en côte.
mais c'est pas difficile. Donc ses qualités de puncher. Il veut vont lui porter faire- le maillot rose, c'est ça, après le maillot Il gagne, jaune il porte le maillot rose. Il a porté le maillot jaune l'année dernière. Voilà. Ah, Ouais, il restera mais je plus que le pense, maillot tu rouge vois, de que la autant le maillot jaune, il y avait une histoire pour lui par rapport à son grand-père, autant le maillot rose, pas sûr que ça le fasse tant kiffer que ça. Après, ça reste quand même classe d'avoir porté le maillot de leader sur Oui, tous les, non, sur tous les bien grands sûr. tours, T'en as porté donc, combien d'autres maillots de leader dans ta carrière? Attends. Non, mais oui, on peut pas se comparer à ce mec-là. Bon, un petit mot aussi sur Alejandro Valverde à 42 ans qui lui va faire sa dernière. Est-ce que Rémi, est-ce qu'il va jouer le général Alejandro? Bon, en fait, il peut tout faire. En fait, je sais pas En pourquoi fait, je le te pose la problème, c'est question. ça. Qu'est-ce qu'il peut pas On peut faire? pas- Déjà, c'est encore pire que Van Der Poel, parce que déjà, on peut pas connaître la stratégie Movistar, Ouais. vu qu'eux ne la connaissent pas non plus. Bah oui, déjà, ça c'est sûr. J'en étais sûr. Donc, voilà, on sait pas. Il y a Ivan Sosa dans l'équipe, donc logiquement, ça devrait être lui le leader. On sait que Valverde ne va pas travailler pour lui, donc il sera là à ses côtés le plus longtemps possible. Il va tenter de suivre au maximum. Il fera. Allez, je vais être un peu méchant pour Valverde. Il fera un top 15, on va dire. Peut-être allez, entre 10 et 15. S'il tient le choc. Et puis il essaiera d'aller gratter une étape pour enrichir un petit peu ce petit palmarès. Pas très étoffé, quoi. Pas très étoffé. On va parler des sprinters assez rapidement, enfin surtout d'un sprinter. Il y a du beau monde quand même. Caleb Ewan, Mark Cavendish qui ne fera pas le tour, c'est l'indication aussi qu'on a, qui sera bien là. Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, Phil Bowes et donc Arnaud Démare qui revient sur le Tour d'Italie après bien son échec sur le dernier Tour de France et ses échecs d'ailleurs sur les dernières courses. Est-ce qu'il peut nous refaire le coup de 2020? Il y a quand même du beau monde, Rémi, là pour Arnaud Démare. Ouais, il y a du monde. Ewan me paraît être l'épouvantail pour le maillot de meilleur de classement par points. Ouais. Attention à Binyam Girmay. Oui, c'est vrai, tout à fait, qu'il va très vite, mais des fois il emmène, tu vois, sur Francfort, il a emmené Voilà, Christophe, il fait ce qu'il veut. Voilà. Des fois il a pas envie, des fois il a envie. Ouais, le mec il gagne Gand-Wevelgem, puis derrière il se met au service sur Eschborn Francfort, tout va bien. Le problème d'Arnaud Démare, c'est qu'on va voir. En fait, on va voir la réponse tout de suite, enfin pas tout de suite, dès la troisième étape, on va voir la réponse de si le train Groupama va mieux ou pas, et si lui va mieux aussi, évidemment, parce que tout est lié. Il y a toute l'équipe autour de lui ou quasiment, donc on va avoir rapidement la réponse. J'espère qu'il va retrouver le truc. S'il n'a pas le maillot, c'est pas très grave. Une victoire, ce serait pas mal. Ça lui ferait du bien, ça ferait du bien à toute l'équipe, à tout le train, Guarnieri, Konovalovas, Davy et compagnie. Donc voilà, je pense pas qu'il pourra lutter sur les 3 semaines pour le maillot. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait de Tom Dumoulin qui avait une équipe totalement à son service. Là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'Arnaud Démare, il ne peut pas se planter parce qu'il y a tout le monde, il y a son train et il est là pour gagner et rien que gagner. Est-ce que tu as peur de l'échec d'Arnaud Démare, Anthony ? Bah, clairement, tu viens de le dire, il a vraiment l'équipe à sa botte. On n'a pas emmené ni Gaudu ni Pinot. On a mis une équipe vraiment autour de lui. Et comme l'a dit Rémi, on va le savoir de suite de toute façon, quand Démare est bien sur un tour ou un grand tour, même un tour d'une semaine, on le voit de suite qu'il soit dans le coup. J'aurais envie, comme l'a dit Rémi, qu'il en gagne une, il mériterait, puis ça lui redonnerait effectivement un peu de confiance. Affaire à suivre. J'espère qu'il va pas se louper, qu'il pourra en claquer une. Attention aussi dans la liste des sprinters que t'as cité, t'as oublié l'OVNI aussi, parce que c'est vrai mais on sait pas, vu qu'on sait pas ce qu'il vient faire. On sait quand même qu'il va très vite et lui comparé à tous ces sprinters a pas spécialement besoin de train. Donc moi je le rajouterais quand même dans la petite liste. Oui, bien sûr. On parlait de l'OVNI, on parle de Mathieu Van Der Poel, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Oui, et donc. il faut suivre aussi. Oui, c'est vrai, il faut écouter depuis le début. Prenez pas en cours. Avec Arnaud Démare, du coup, dont on parlait depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que là, il a besoin de gagner et surtout de montrer qu'il en fait encore partie du gratin des sprinters, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu batailler, ne serait-ce qu'avec les meilleurs, mais surtout ne serait-ce que jouer un petit peu des coudes avec, parce qu'il a du mal à frotter encore Arnaud Démare. Il faut qu'il se refasse une place. C'est ça, ouais, c'est ça. Il est battu la plupart du temps ces derniers mois, mais la majorité du temps, en fait, il est absent. Parce qu'ils se perdent avec ses coéquipiers, ou alors il se fait enfermer, il se place pas bien, tu l'as dit, il joue pas des coudes.
Tout ça, de toute façon, c'est une question de confiance aussi. S'il claque la première étape en ligne, que ça revient, ça va enchaîner. Alors peut-être pas qu'il n'en gagnera pas 4 encore sur ce Giro, mais ça va enchaîner derrière dans les mois qui vont suivre. Il est dans un cercle vicieux, toute l'équipe est en manque de confiance sur les sprints, évidemment. Voilà, il faut que ça revienne, et puis dès que ça reviendra, ça va enchaîner, parce que ça reste l'un des meilleurs sprinters du monde intrinsèquement. Le train, il est vraiment très solide. Bon, c'est frustrant parce que en tant que Français, on a envie de le voir gagner. Bien sûr. Mais il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Oui, avec Arnaud Démare qui n'a pas encore gagné cette saison. On espère sur le Tour d'Italie qui démarre donc le 6 mai prochain. Pas d'Italie, de Hongrie, du coup de Budapest. On va attendre pour faire tous nos pronos à la fin de l'émission. On donnera nos avis sur qui va gagner. Il y aura plein de petites, bien sûr, comme Anthony l'a dit tout à l'heure, plein de petites, j'allais dire rubriques, mais en fait c'est juste les maillots, tout simplement, qu'on va faire. Avant, on va attaquer autre chose. C'est la rubrique on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Vlasov, vainqueur en costaud du Tour de Romandie. Est-ce qu'il ne serait pas l'un des favoris au podium pour le Tour de France? Rémi Dos Santos. J'attaque fortement. Ah, t'attaques fortement. Anthony. Non, j'attaque pas, mais il était très costaud. Quoi? Ah, bah j'aimerais bien avoir ton argument. Tiens, ou tes arguments si t'en as plusieurs. Ah, pour dire qu'il serait pas un des... Non, j'attaque pas parce que on est encore loin quand même du Tour, mais je l'ai trouvé fort sur le Romandie, mais non, je le vois pas sur le Tour. Ouais. Mes arguments, j'en ai pas spécialement. Je pense que sur 3 semaines. Sur 3 semaines, on n'est pas. Le Romandie, c'est une semaine. Sur le Tour, pour moi, il serait un petit peu juste sur une course de 3 semaines. Très bien. Peut-être que je me trompe. Rémi, toi, tu as toujours adoré Vlasov. Je défends Vlasov jusqu'au Oui, bout. oui, bien sûr. J'avais dit en début d'année que pour moi, il ferait une bonne saison. Il était ma déception de l'année dernière. Il sera ma surprise, ma je sais pas la révélation. Je crois que c'était pas surprise ni révélation, mais je pense que c'était confirmation. C'était un mot en sion, quelque chose comme ça. Ouais. Non, pour moi, c'est la preuve qu'il est en train de passer un cap. Alors, en effet, la Romandie, c'est qu'une semaine. Le plateau était pas excellent. On n'a pas eu d'ailleurs une grande semaine de vélo. Attends, il finit devant Gilles Madère et Simon Geschke. C'est vrai. Attends. Simon Geschke, c'est quand même la plus belle barbe du peloton. Oui, c'est vrai. Il y avait Geoffrey Soupe avant et maintenant Simon Geschke. Ouais. Non, mais depuis le début de saison, il est quand même solide sur les tours d'une semaine. Il fait 4 sur l'UAE. Bon, il termine pas Paris-Nice, mais il fait 3e sur le Tour du Pays Basque aussi. Oui, c'est ça. On est sur un vrai bon Vlasov qui a montré sur 3 semaines qu'il était là. Il fait 4e du Giro l'année dernière. L'équipe Bora, elle peut être belle aussi pendant le Tour de France. Donc je pense que tout ça, avec évidemment cette expérience en plus, fait que pour moi, c'est un vrai prétendant au podium. Évidemment, il ne luttera pas avec Pogacar, il ne luttera même pas avec Roglic, à mon sens. Qui peut lutter avec Pogacar? Donc, Van Der Poel sur le le favori au podium. Au podium. Non, mais je relis un petit peu j'avais lu le début de la phrase. Merci Anthony. Au podium. Saderail, là. Non, podium. Pourquoi pas? Ah, bah merci. Un quart d'heure après. Non, je croyais que vous le voyez dans les vainqueurs potentiels du Tour. On peut pas encore favori au podium, bien sûr, pas pour le podium en tout cas. Pinot très costaud dans ce Tour de Romandie, notamment en fin de semaine. Il a eu un jour sans en milieu de course. Et sinon, il aurait pu faire top 5 du général. Est-ce qu'on n'a pas envie qu'il pousse un petit peu pour pas avoir ce jour sans? Je sais que des fois, il doit se relâcher un tout petit peu pour viser les étapes. pourquoi pas viser un classement général sur une semaine? Est-ce qu'on n'a pas envie de ça? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas la réponse. Je sais pas. Je suis mitigé. On n'est pas obligé d'avoir la réponse à tout. Qu'est-ce qu'il y a, Anthony? Oh, mais il revient. Faut pas oublier qu'il revient de blessure, il revient de très loin. On est déjà en train de. Ça, c'est comme quand les jeunes coureurs commencent à marcher à 18-19 ans, on veut que ce soit des grands champions. Là, il revient bien, et ça y est, on est déjà en train de se plaindre. Est-ce qu'on veut pas qu'il fasse plus? Laissons-le gentiment. Laissons-le gentiment revenir à son vrai niveau. D'accord, bon, j'ai pas fait mouche sur cette interrogation-là. Bon, là, j'en ai une meilleure. Daniel Avaro qui se tient à une voiture en montée sur le Tour des Asturies, là, pris en flag en vidéo. Est-ce qu'on n'est pas sur de la triche par hasard, Rémi Dos Santos? Un petit peu, un tant soit peu. Ah oui, évidemment. un tout petit peu. Anthony, est-ce que tu as vu la vidéo?
Ouais, alors j'ai vu la vidéo, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on se trompe. Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui pousse la voiture qui est en panne. Il est là le truc. C'est vrai, Donc c'est vrai. c'est plutôt après, c'est plutôt lui qu'il faut remercier. Non, non, bien évidemment, je rigole. Il est clairement le mécano en plus sorti de la voiture, c'est interdit. Hein. Enfin, s'il faut le rappeler, on va le rappeler. Non, mais on peut le monter, franchement, il abuse à fond en plus. Mais, et le pire, c'est le coureur de Scatel qui se fait doubler. On le voit, il est en danseuse, il monte et il regarde à gauche, il se fait doubler et là il se rassoit, le mec est dépité quoi, scié, ça te coupe les pattes. Et il se dit, bah tiens, il y en a, ils se font pas chier, après tout, pourquoi moi aussi? Enfin, c'est de la folie, quoi. Non, mais surtout, on a l'impression qu'il y a une omerta parce que s'il n'y a pas cette vidéo, Navarro il fait 21ème et terminé. Bah, après, ça doit quand même se faire. On le sait que ça doit se faire un petit peu, mais un peu plus loin dans le peloton, pas pour faire 21ème au bout d'un moment. Ça... c'est surtout qu'en 2022, le jour des réseaux sociaux où tout est quasiment direct, tout partagé, machin et tout, c'est de la fin. Ils font ça. C'est des charlots d'avoir fait comme ça. Ils bricolent même pas le mécano, il est carrément sous la selle en train de le tenir, il le pousse, il regarde devant lui, il regarde même pas le vélo, il fait même pas semblant. Mais bon, c'est comme ça qu'on avance un petit peu plus vite pour l'équipe Burgos. BH de Dani Navarro. Bon, Nicolas Edet 3ème de ce Tour des Asturies, justement derrière le vainqueur Sosa. Est-ce qu'il peut pas faire pareil sur le prochain Tour de France, Rémi Dos Santos? Il y a Vlasov et Edet pour la 3e marche du podium. Anthony? La dernière fois, c'est Nicolas Edet qu'on parlait, que vous m'avez bouché quand j'ai dit. Hein? Oui, c'est toujours lui. On pense qu'il va faire podium. Oui. J'ai peut-être pas dit tant de conneries que ça ce jour-là. Podium sur le Tour, je pourrais peut-être pas quand même, mais non, moi je l'aime bien. J'aime bien. C'est un bon coureur, un bon grimpeur et un coureur qui a du panache. Et il mériterait que la France et que le monde découvrent son vrai niveau. Non, mais c'est vrai que pour le coup, évidemment, sans aller jusqu'à un podium, un top 15, un top 15, c'est largement jouable et c'est loin d'être infamant. Un top 15 sur un Tour de France, surtout quand on voit qu'il y a déjà 2 places qui sont attitrées. Oui, c'est vrai. Podium. C'est vrai, et en plus, il devra normalement être équipier de Nairo Quintana sur le Tour de France. Sait-on jamais si Nairo n'est pas très très bien? Ça peut arriver, comme c'est déjà arrivé par le passé. Bon, ASO qui lance sa marque maillot jaune pour vendre des tuniques au grand public. Est-ce qu'il ne devrait pas nous en envoyer pour qu'on les teste? Parce qu'on est influenceurs vélo, nous, Rémi. J'attaque. Oui, Anthony, tu prends? Ouais, moi aussi j'attaque. En plus, j'ai repris un petit peu à rouler ces derniers temps. Je les ai vues, là, les tenues là, sur les réseaux sociaux. Elles sont pas mal, elles sont sympathiques. Moi, je suis chaud. Hein. Si vous me récupérez maillot cuissard, je roule avec tous les jours. Oui, enfin, tous les jours où je fais du vélo, hein, pas tous les jours. Quelle taille il te faut aujourd'hui, Anthony? Là, tu pars sur les choses qui fâchent. C'est pas sport. Non, S, ça rentre encore pour l'instant. Hein, et là, j'ai décollé un petit peu au niveau du bas-ventre. Donc S, ça va être nickel pour cet été. Très bien. Bon, on y croit fort. On a fini pour la rubrique on attaque pas. On va passer à notre invité exceptionnel, c'est Jérôme Pinault, manager de B&B Hôtel KTM, qui sera à nos côtés. Et qui va être à nos côtés à l'instant. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Le manager de B&B Hôtel KTM, Jérôme Pinault, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bon, on voulait revenir avec toi un peu sur le début de saison de B&B Hôtel. Tu as donné des interviews, notamment une au journal Le Télégramme où tu t'es montré très déçu du résultat. Au classement UCI, ton équipe est classée 27e en cette saison avec une seule victoire, celle d'Alan Boileau sur le Tour de Rwanda. On a compris, notamment dans cette interview dans Le Télégramme, qu'on laisse aux gens le loisir d'aller lire, que ce n'est pas le niveau que tu attendais encore cette saison. Tu voulais plus de tes hommes, c'est ça ? Oui, on attendait beaucoup mieux. On attendait surtout beaucoup mieux en termes d'implication et de résultats sur les courses à notre niveau. Évidemment que le Tour des Flandres, que Paris-Roubaix, que Paris-Nice sont des courses d'un tout autre niveau et qu'on peut pas lutter avec des formations du World Tour. Mais on attendait beaucoup mieux dans les courses qui sont à notre portée et on n'a pas eu ce qu'on espérait avoir. Et en termes de résultats, c'est une chose, mais surtout en termes d'implication et de motivation. Et bon, on a eu pas mal de malchance, comme j'ai pu le dire aussi. Attention, il faut décrypter l'article parce qu'il fait beaucoup parler cet article, mais il y a beaucoup de choses qui ont été contre nous. Hein. Alors on n'est pas les plus malheureux. Il n'y a pas que nous qui avons eu le Covid, mais on a eu beaucoup de chutes et vous le savez comme moi, quand on perd des 2 voire 3 coureurs des plus importants de l'effectif, je pense à Franck Bonamour, à Cyril Barth ou à Sébastien Schoenberger, dans une équipe comme la nôtre constituée
de 5, 6 fers de lance, bon, bah, c'est compliqué d'avoir des résultats et de lutter et d'avoir, et d'être au niveau qu'on espérait. Mais c'est comme ça, et il y a une deuxième partie de la saison qui commence maintenant, et on espère que ce sera beaucoup mieux. Ouais, Schoenberger qu'on a vu sur Francfort, il me semble, dans le top 25. On a vu aussi Pierre Rolland à l'attaque sur cette course. Tu as demandé d'ailleurs en interne à certains de tes coureurs qu'on ne nommera pas, bien sûr, et que tu ne nommeras pas, de se remettre en question. Est-ce que tu as été entendu du coup ? Ouais, je pense que j'ai été entendu. Vous savez, on travaille tous ensemble. Je leur dis aux garçons, on est des collaborateurs. On est là pour performer ensemble. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ça a été pour moi la volonté de les alerter sur le minimum requis pour être performant, parce qu'autour d'eux ils ont un staff, parce qu'autour d'eux ils ont des partenaires qui croient en nous, qui nous financent, qui font en sorte qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, et on doit attendre un minimum d'implication et de motivation. Les coureurs ont été déçus d'eux-mêmes aussi, et c'est aussi à moi de les rebooster par mes mots. J'ai pas parlé à tout le monde de la même façon. J'ai demandé à certains de faire le minimum pour redevenir au niveau qui doit être le leur, et à d'autres de continuer à y croire et de se battre. On a parlé de Pierre est sur la bonne voie. Voilà, ce sont des coureurs qui doivent continuer à se battre pour retrouver le niveau qui doit être le leur. C'est mon rôle, c'est moi le patron, et quand on est patron, on doit dire quand ça va bien et on va dire aussi quand ça va mal. Ouais, BNB Hotel KTM qui est une nouvelle fois invité sur le prochain Tour de France, mais avec des résultats un peu moins bons cette année. Est-ce que tu as peur de ne pas être là l'an prochain ? Est-ce que tu as des craintes ? Non, on va s'occuper de ce qui se passe cette année. Ouais. On va d'abord essayer d'être très bon dans la deuxième partie de saison. Et si on arrive à performer, à gagner sur les 4 jours de Dunkerque, à gagner sur le Dauphiné, à gagner, et pourquoi pas gagner sur le Tour, ce qui arrive pas souvent pour une équipe, on aura effacé le mauvais début de saison. Donc on va pas déjà parler de peur ou d'appréhension pour la saison à venir. On va d'abord parler de ce qui va se passer dans les semaines à venir et du minimum qu'on doit faire pour pouvoir performer sur les prochaines courses. Le reste viendra, mais mon équipe est la même que l'an dernier, à 2 noms près et pas des moindres, puisque Brian et Quentin sont partis. Mais on a encore des très bons coureurs, on a un très bon staff et ça va revenir. Rémi De Santos qui est avec moi avait une petite question pour toi. Oui, bonjour Jérôme. Bonjour. Tu dis qu'il n'y a pas de peur, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un surplus de pression avec les rendez-vous qui arrivent pour déjà évidemment bien finir la saison, mais toujours dans le contexte de la saison prochaine, de préparer la saison prochaine? Non, il n'y a pas de surpression chez qui que ce soit. Et au contraire, je crois qu'on doit se rendre compte de la chance qu'on a d'aller sur le Tour cette année, d'être invité, d'avoir la confiance des organisateurs sur les divers événements organisés par ESSO. On a été très bon sur Paris-Nice. Je crois qu'on a fait un très bon Paris-Nice. Enfin, j'en suis même persuadé. On a été plutôt bon sur Paris-Roubaix. On a manqué de réussite par moment dans les courses, mais on ne doit pas se mettre la pression, au contraire. Et puis, vous savez, moi, je m'occupe pas de ce qui se dit et ce que les gens disent sur notre équipe. Ce que je sais, c'est qu'on est invité, pas d'autres, et que pour l'instant, c'est nous qui sommes là. Et c'est plus facile de rester sur la piste de danse que d'y entrer. Donc on y est, à nous d'être bons pour pouvoir y rester. Tu parlais tout à l'heure de la perte de tes leaders, Brian Coquard et Quentin Paché à l'intersaison. Et est-ce que c'est aussi on va pas dire mauvais, mais ce début de saison en demi-teinte, est-ce que c'est aussi parce que tu n'as pas réussi à les remplacer, ces 2 coureurs ? C'est évident, et c'est pas anodin de perdre. Brian était au-delà d'être le leader de l'équipe, était le fondateur quasiment avec moi de cette équipe. On a perdu un petit peu une part de l'âme avec Brian, mais il fallait aussi s'y attendre. On peut pas garder tous les coureurs tout le temps. Brian avait envie d'ailleurs, et il faut recruter et remplacer Brian. Il était quasiment irremplaçable. C'est au-delà du sport, c'était la place qu'il occupait dans l'équipe. Il était le porteur sur le terrain du risque qu'il a pris en nous rejoignant dès le départ. Quand il est venu chez nous, il n'y avait rien d'écrit. Il a pris le risque de nous accompagner parce qu'il a cru en ce projet. Et quelque part, dans les moments difficiles, c'était Brian qui remontait tout le monde et qui remettait tout le monde sur le devant de la scène en disant les gars, on n'est pas là pour rien, on sait pourquoi on est venu, allons-y tous ensemble. Maintenant, il est parti, il faut faire sans lui, mais forcément qu'il y a une part d'explication là-dedans. Oui, Brian Coquard, d'ailleurs, qu'on avait reçu ici dans Saint-Dérail il y a quelques jours, quelques semaines. Il avait tenu à te répondre. Tu avais
eu des propos un peu critiques à son égard. Et il t'avait répondu dans Ça déraille. Je te laisse écouter le petit son en débrief derrière. Pour rien vous cacher, c'est sûr que ça m'a agacé sur le moment. Je pense que ces mots étaient aussi peut-être plus loin que ça pensait. Mais c'est jamais facile, je pense, en tant que manager, de gérer ces situations-là, surtout quand il y a de l'affect. Je pense qu'il l'a fait à sa manière, certainement. Des fois maladroitement. On en a discuté après ma première victoire à Bessèges. Voilà, on a dit un partout balle au centre et puis voilà, rien de grave, rien de dramatique et c'est derrière nous. Bon, ça y est, l'âge de guerre est enterré entre toi et Brian Coquard. Je sais que vous êtes liés, comme tu l'as dit, il est à l'origine de la création de l'équipe aussi. C'est bon, on n'en parle plus. Non, mais on n'en a jamais parlé vraiment. Même pas si la hache de guerre a été déterrée. Elle a été effectivement. On m'a demandé de réagir à son départ et je ne peux pas, en tant que patron d'une équipe, dire oui, Brian s'en va, c'est une catastrophe. Ouais. Brian s'en va, on va plus gagner. Brian s'en va, c'est la fin de l'équipe. Bah non, si je réagis comme ça, qu'est-ce que je dis à mes partenaires? Donc j'ai pas le droit de le dire. Je dois aussi mettre en avant les coureurs qui restent, et notamment le petit Luca. Mais Brian ça n'a jamais été plus loin que ça. Et effectivement, il y a beaucoup d'affect. Et je vais même vous dire, tout le monde s'évite ça pour essayer de créer des histoires. Vous savez qui a ramené Brian Coquard après sa première victoire Tour de Bessèges chez lui? C'est moi. Il y a aucun souci entre nous les hommes. Je vais juste forcément une prise de contact, une prise de parole, et une prise de position quant à son départ. Et j'en avais un peu ras-le-bol d'entendre ouais, mais Brian s'en va, l'équipe est finie. Parce que quand Brian était là, c'est les mêmes qui disaient mais ça suffit pas, Brian Coquard. Donc c'est aussi pour ça que j'ai dit ça. C'est aussi pour ça que j'ai déclaré ça. Il l'a très bien compris. Comme il le dit, et c'est la juste vérité, on s'est vu très vite. C'est moi qui l'ai ramené chez lui, on a discuté. Terminé, basta. Mais il n'y a pas d'histoire à faire avec qui que ce soit. C'était juste, vous savez, aujourd'hui on fait des émissions ensemble, on parle ensemble. Mais il y a aussi beaucoup de commentaires, beaucoup de pseudo-connaisseurs sur les réseaux sociaux, etc. Et à eux, j'ai juste envie de leur dire mais fermez-la. Produisez des choses, faites des choses et essayez de vous intéresser à aller un peu plus loin que les déclarations des uns et des autres et on pourra comprendre le fond d'une pensée et le risque que l'on prend et le fond de mon travail et de notre travail. Vous savez, moi aussi j'avais voulu, je serais resté avec vous, Johan, derrière le micro et j'aurais critiqué tout ce qui passait. C'est facile de faire ça, c'est facile. Moi je produis, je fais et j'essaye. Non mais je parle pas de toi, mais voilà. Et je fais écho à ce que j'ai pu lire et d'ailleurs depuis ça j'ai quitté les réseaux parce que ça m'agace d'entendre sans arrêt parler les gens qui commentent, les gens qui commentaient que Brian Coquard était incapable de gagner une course World Tour. Il en a toujours pas gagné aujourd'hui, mais ils disent que c'est le meilleur coureur du monde et qu'il a bien fait de se barrer parce que moi je suis un as. Brian il sait d'où je viens, il sait qui on est et la relation qu'on a. Ça c'est et ça restera mon petit. Je suis son premier supporter. Lorsqu'il gagne, je suis très heureux. Je suis très content qu'il performe et je serai toujours un membre élargi de la famille Coquard et comme il sera toujours un membre élargi de la famille Pinot. Quoi qu'en déplaise aux mauvaises langues ou au trou du cul qui commandent tout ce qui se passe. Ouais, de toute façon, on avait compris déjà quand on avait reçu Brian Coquard que c'était quelque chose qui était déjà passé. Mais bon, comme on l'avait reçu, je me suis dit, allez, on va en parler un petit peu. Mais tu sais que comme ici, dans Ça déraille, on est plutôt bienveillant. On n'est pas... Tu disais je sais bien. Je dis non, je dis c'est très bien et ça me fait plaisir aussi à moi de l'entendre dire ça, c'est parce que ça confirme ce qu'on s'est dit et voilà, et il faut savoir aussi que il y a eu un contexte de départ, voilà. On n'ira pas plus loin que ça, il y a eu un contexte de départ et qui n'est pas forcément directement lié à lui ou ni lié à moi, voilà. Bon, on va continuer dans les questions sur les sprinters, Rémi, parce que tu avais une autre question. Ouais. Oui, on a Pierre Barbier, Jérôme, qui est arrivé, on va dire numériquement en tout cas, pour remplacer Brian Coquard. Il y a toujours Luca Mozzato. Lequel des deux, pour l'instant, te donne le plus de satisfaction depuis le début de saison? Mais Luca est performant comme il l'était avant et Pierre apporte énormément de points à l'équipe et est performant, moins régulier peut-être, mais plus performant par moment. Les deux m'apportent satisfaction. J'ai demandé à Pierre d'être un peu plus régulier et plus constant et d'être plus méchant aussi. Mais quelque part, les deux m'apportent satisfaction. Ce sont des jeunes coureurs. Et comme tu le dis, ils sont pas là pour remplacer Brian Coquard. C'est pas possible de remplacer Brian Coquard. C'est pas possible. Il faut juste être capable de faire son job et qu'ils endossent leur rôle à eux et qu'ils écrivent leur partition. Tu as toujours de grands objectifs, hein. Tu l'as dit dans la presse, rejoindre le World Tour, gagner le Tour de France avec l'un de tes coureurs dans ton équipe. Mais est-ce que déjà tu peux nous assurer que tu seras toujours manager de la formation BNB Hotel KTM l'an prochain, si elle change de nom évidemment, cette équipe sera toujours là l'an prochain?
Ah bah oui, je vois pas pourquoi, vous avez des infos, vous? Non, ok. Moi, c'est une question que je te pose. Hein. On n'a aucune info, nous, tu sais bien. Non, mais Non. Ben, évidemment que je serai là, évidemment que l'équipe sera là, évidemment qu'on continue. On va pas faire demi-tour aux premiers obstacles, sinon c'est de la lâcheté. Non, les partenaires sont engagés jusque fin 2023. On va continuer à grandir et construire cette équipe. Il y a un premier virage qui a été pris cette année avec le départ de certains cadres, la construction avec des jeunes. On continue et on continue d'avancer. C'est le sport. Vous savez, je suis pas là aussi que pour construire un programme sportif et gagner les courses. On est aussi là pour construire une marque club, développer des choses dans le cyclisme avec une idée un peu différente, un peu différenciante, et on va continuer à faire de la sorte. Et lorsque les résultats seront mis sur le gâteau, ça sera de nouveau un gâteau où tout le monde voudra prendre sa part. C'est comme ça, c'est le sport, et on sait que heureusement qu'on n'est pas dans le football parce qu'on n'est que dans le cyclisme, et déjà ça jase. Mais non, je vais pas reculer aux premiers obstacles, c'est hors de question. J'ai déclaré à l'un des pseudo-confrères, parce que Johan, c'est pas un confrère, pour moi, il est même pas nommable, que s'il voulait, il prend ma place, parce qu'il y a tellement de gens qui savent faire, mais dès qu'il faut le faire, ils sont plus là. C'est pour ça que j'ai déclaré ça, mais jamais je laisse à ma place. Ouais, c'est mon projet, c'est notre club, et on ira au bout des choses. Oui, je sais combien tu t'es investi pour cette équipe, mais par contre, je vais être désolé parce que tu as une petite rubrique derrière pour les invités à chaque fois, ça s'appelle la giclette, et malheureusement, tu vas devoir y passer. C'est des questions courtes avec des réponses très courtes aussi, tu vas voir, c'est assez pratique. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Bon, je rappelle que pour la giclette, tu as le droit à un joker, c'est souvent du second degré, et puis tu as 2 choix à chaque proposition. Alors, Jérôme Pineau. Alors. Tout le monde se souvient très bien, tu étais coureur professionnel, tu échanges tes 8 victoires en carrière contre de meilleures jambes le 17 juillet 2002 pour battre Patrice Algan sur la 10e étape du Tour. Oui. Ah, ça c'est une bonne très info. bonne. Jérôme Pineau, est-ce que tu es fier de tes 4 derniers jours de course en pro? Oui ou non? Non. J'en ai honte, et si mes coureurs me faisaient ça, je dirais que c'est des petits cons. Alors pour rappel, évidemment, il n'a pas terminé les 4 dernières courses. Hein. C'est le dernier jour de course, c'est pour ça que je me suis permis. Une de tes courses préférées, c'est l'Amstel Gold Race. Tu as déjà sprinté pour la gagne en 2005. Ça a aussi été le cas d'un Français cette année, Benoît Costefroy. En vrai, si tu avais été son manager, il l'aurait gagné celle-là avec tous tes conseils, non ? Évidemment. Alors cette saison, tu préfères ne gagner qu'une seule fois, mais c'est une étape du Tour de France, ou gagner 15 fois, c'est-à-dire ton record depuis la création de l'équipe, mais pas sur le Tour de France? Oh putain, vu où on est barré là, je pense qu'on vaut mieux qu'on gagne une fois sur le Tour. Ah d'accord, très bien. C'est une bonne réponse. Jérôme Pineau, tu n'es pas quelqu'un de rancunier, alors tu préfères voir les belles performances de Quentin Paché avec la FDJ ou les victoires de Cocard avec la Cofidis? Les deux, parce que ça confirme que je me suis pas trompé quand je les ai pris, et que finalement les performances d'aujourd'hui sont à peu près les mêmes que ce qu'ils faisaient avec nous, et qu'on a juste changé de calendrier. Donc ils sont partis pour les bons choix, mais ça met en valeur notre travail avant. Voilà, encore une fois, on sait répondre chez Jérôme Pineau. Dernière, Jérôme, c'est qui le plus fort au sprint entre Luca Mozzato et Brian Cocard? C'est Brian Cocard. Ah, je les ai pourtant. Je pensais que tu allais prendre le joker. Ouais, pour, moi aussi, ouais. Pas de joker. Bon, on va finir quand même en beauté Ah, avec toi, Jérôme. Tu me connais, il n'y a pas de langue de bois avec moi, donc il n'y a pas de joker. Ouais, voilà. Tu me poses des questions, je réponds. Ouais, je savais que tu allais apprécier cette giclette. Merci, Jérôme. Est-ce qu'on peut préciser que pour l'Amstel Gold Race, lorsque j'ai sprinté pour la gagne, regardez Pro Cycling Stats, les gens qui sont devant moi, je ne dois pas être loin d'avoir gagné, ou alors c'est 2 à la photo finish, comme Benoît Costefroy. Ouais, bah voilà, ouais, tu vois, comme quoi, deux carrières gâchées par l'Amstel Gold Race, Benoît Costefroy et Jérôme Pineau, voilà, c'est terrible ça. Merci Jérôme d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci d'avoir pris un petit peu de temps. On te souhaite le meilleur pour toi et ton équipe pour le reste de la saison. On va suivre avec, bien sûr, avec attention les résultats de BNB Hotel jusqu'à la fin de saison. Merci à toi. Merci beaucoup, au revoir. Merci Jérôme. Donc après Jérôme Pineau, on va quand même reparler un petit peu de Giro, on va bouleverser notre programme, on va pas faire de sprint final, on va passer directement au quiz. Et là maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche... Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire.
Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. On revient donc dans le quiz, un quiz pas tout à fait normal parce que on a une personne qu'on a invitée. On a invité un auditeur pour défier les plus grands, le plus grand Rémi Dos Santos et les moins forts Anthony Colas. Bonjour Cactus sur un vélo, quel est ton prénom parce qu'on a le pseudo mais alors on sait même pas comment t'appeler. Donc c'est Hugo. Ah, bonjour Hugo. Donc tu as affaire à toi un redoutable adversaire et un sparring partner. Donc Anthony Colas qui est là, qui va sûrement ouvrir un maximum de pages Pro Cycling pour ce quiz Giro, qui a été réalisé par mes soins et je n'ai pas fait semblant, figurez-vous, parce que on va jouer du coup un quiz un peu particulier. Je crois que Jérémy l'a jamais fait. Il y a donc 12 questions totales. À chaque fois, vous allez me donner un numéro de 1 à 12. D'ailleurs, est-ce que Monsieur Pelletier, le coordinateur de ce podcast, peut me ramener un petit quelque chose pour que j'écrive parce que après, sinon je vais m'en mêler les pinceaux. On est au point. Hein. Ah oui, on est au point au niveau du podcast. Il y a toute une équipe pour travailler autour de Saderaï. Bon, en attendant, Tu l'as viré, le stagiaire qui faisait ton café? Ouais, j'ai arrêté. Son café était très mauvais. Donc, 12 questions. À chaque fois, vous allez me dire, je vais prendre le numéro 3. Il y aura une question. Il y aura même des petits points bonus de temps en temps. Et voilà, celui qui marquera le plus de points va donc gagner ce premier quiz. Donc, est-ce que l'auditeur du jour va remporter le quiz ? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Rentrer dans le palmarès, parce que oui, on peut rentrer dans le palmarès. En attendant, on va commencer par toi, Hugo. Hugo, numéro entre 1 et 12. Le 7. J'ai oublié de dire que c'était sur le Giro, quand même, le quiz. Mais bon, c'est pas grave. 7. Alors, la numéro 7. La numéro 7, c'est il y a 6 coureurs à au moins 5 victoires d'étape au départ de ce Giro d'Italia. Cite-moi en 3, s'il te plaît. Un point bonus si t'as les 5. Démarre, c'est bon. Nibali, c'est bon. Aïe, il y en a encore un. Est-ce que tu vas avoir le 3e ? J'aurais dû mettre un chrono. Là, j'ai rien qui me vient. Eh bien, c'est perdu. Pas de points donc pour toi, Hugo. Et je vais mettre un chrono de 30 secondes à chaque fois, comme ça ira plus vite. Il y avait aussi Mark Cavendish, évidemment. Il y avait qui ? T'en avais d'autres ou pas, non ? Ah non, moi j'ai que ces trois-là. Diego Ulissi. Ah, Diego, bien. Caleb Ewan. Ah, Caleb Ewan. Et j'en ai dit 5, mais en fait, il y en a 6 parce qu'il y a Gaviria que je viens de voir. Donc Gaviria aussi, on a un à 5. Donc 0 points pour Hugo. Rémi, à toi alors. 8. La 8. Alors la 8, il y a un coureur au départ qui a le plus de participation. Qui est-il ? Indice, c'est un Italien. Ah, un bel indice. Et un point bonus si tu me donnes Ça c'est facile. Le nombre de participations. C'est parti, tu as 30 secondes. 30 secondes de réflexion. Hein. Même 30 secondes, c'est trop long. 15 secondes, tu as. Nibali ? Ce n'est pas Nibali, c'est une mauvaise réponse. Ouais, Anthony, tu l'avais, toi qui dis c'est facile ? Non, j'aurais dit Nibali. C'est tout. Hugo, tu l'avais, toi, non ou pas ? J'aurais dit Demarchi, mais... Non, c'est tout simplement Domenico Pozzovivo. 15 participations. Oui, il avait qu'un Intermarché ou un petit groupe Gobert. Oui, il fallait réviser la start list. Hein. Elle était simple. Anthony ? Las. Le numéro 1. Alors, c'est parti. Ils sont 5 coureurs à pouvoir espérer entrer dans le cercle très fermé des vainqueurs sur les 3 grands tours, vainqueurs d'étape évidemment. Tu m'en donnes 2, tu as 1 point, tu me donnes les 5, tu as un point bonus, tu as 15 secondes, 30 secondes si tu 15 secondes pour les 2, 30 secondes si tu veux donner les 5. C'est parti. On a 2. Nibali a déjà gagné sur les 3 grands tours, donc c'est faux. Merde. Carapace, c'est non. Bon, bah... Ça se passe bien. Ouais. Je te laisse un peu plus de temps, je suis gentil. Richie Porte, c'est toujours pas. Il va dire tous les coureurs de la start list. Sauf... Je sais pas. Très bien. Rémi, c'est terminé. Hein. Rémi, t'en as un ? Romain Bardet. Romain Bardet, c'est bon.
C'est. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, Romain Bardet, c'est bon, évidemment. Et on a 6 encore une fois, j'ai mal. Hugo, est-ce que tu en avais un? Là, j'en ai pas d'autres, j'avoue. Il y a de sûr, il y a Calmejeanne et Mollema. Voilà, ça c'est voilà. quelqu'un qui a un peu révisé. Donc Calmejeanne Mollema, Kurt Nielsen aussi, Kurt je crois. Nielsen, tout à fait, et Miguel Angel Lopez aussi, qui fait partie de cette start list des coureurs qui peuvent entrer dans les vainqueurs de 3 grands tours, sur les 3 grands tours, pardon, en termes de victoire d'étape. Bon, alors 0 points, c'est pas mal, ça commence déjà très bien. On retourne à toi, Hugo. Le 3. Le 3. Alors, qui est le plus vieux participant au Giro cette année? Tu as 15 secondes de réflexion. La facilité, ce serait de dire celui qui a le plus participé. Ça peut Enfin, être parce une que- facilité, tout à fait. Ça peut donner des indices. Allez, je te laisse répondre Non, je dans vais, 15 secondes. je vais rester sur Pozzo Vivo. Eh ben, c'est tout simplement... Le piège. C'est Alejandro Valverde. C'est Oui, on Valverde, l'oublie tout le ouais. temps, bien sûr, 42 ans. Je l'avais, Alejandro putain. Valverde. Ça... Oh, je l'avais. je pour le l'avais. coup. Ouais, c'était... C'est Au bien. moins, c'est bien, j'ai perdu la facile, comme ça, ils l'auront pas. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit truc pour vous départager à la fin si jamais vous faites tous 0. Ce qui peut arriver, C'est bien j'ai parti. l'impression. C'est bien parti. Rémi, 9. 9. Alors la 9, c'est... As-tu bien étudié le parcours? Oh, tellement. Je pouvais Cite-moi plus le lâcher. une arrivée au sommet. L'Etna. L'Etna, c'est une bonne réponse. Voilà le premier point. J'ai pas de petit jingle, mais sinon j'aurais mis un truc là. Un point donc pour Rémi qui ouvre le score. Et Anthony qui va dire oh c'était facile. Évidemment derrière. Anthony, donne-moi un numéro. Ça va jusqu'à combien déjà? 12, t'as dit? Ça va jusqu'à 12. Bah 12. 12, très bien. Alors, Valverde va participer à son 30e grand tour. Mais ça sera son combientième Giro déjà cette année? Son combienième Giro cette année? Ouais. Bah, tu peux faire qu'un Giro par an. C'est vrai. Ça, alors, ça, c'est vrai. Très intéressant. Mais du coup, il va participer. Là j'ai plus de points, là, non? Non, attends, là, j'ai envie de t'en enlever. Ouais. Bon, alors, combien de participations au Giro lorsqu'il sera au départ à Budapest? Ouais, il a pas dû en faire tant que ça, je pense. Ouais, je vais dire 6. Très bien. C'était 2. le deuxième, tout simplement, pour Alejandro Valverde. Toujours 0 points. On est reparti avec Hugo, vas-y. Tu peux donner à... Déjà, avant de dire un nombre, je tiens à dire que la qualité d'Anthony Nicolas à répondre à côté des questions est encore plus impressionnante pendant l'enregistrement. T'as vu que quand on est en direct, c'est encore mieux. C'est vraiment incroyable. Le 11, il a été pris ou pas? Le 11 n'a pas été pris. Alors, le 11. Bah, le 11. 2 Français présents dans la start list ont déjà gagné sur le Giro. Mais qui sont-ils? Arnaud Démare. C'est une bonne réponse. Ah, c'est plus dur le deuxième. Allez, encore quelques secondes de réflexion. C'est terminé pour toi, Hugo. Tu n'auras pas le deuxième. Quelqu'un a le deuxième? Et voilà. Moi j'aurais dit Bardet, moi. Non, Nance Peters. c'est Nance Peters, tout simplement, qui est là. Oui. Et il y avait en plus, c'est un point de bonus si jamais on donnait le nombre de victoires pour les deux, qui est 5 et 1. Allez, on continue. 0 point. Et je vous ai corsé ce quiz là, c'était incroyable. 2. Est-ce qu'on l'a pas fait? Non, on n'a pas fait le 2. Alors, le 2. Qui est le plus jeune participant au Giro cette année pour la 2e année consécutive? Ah. Ah, ça tourne. C'est terminé, Rémi Dos Santos. Quelqu'un l'avait? Ou personne? Ponomar. C'est Ponomar. Ego, il a toutes les questions que. des toutes autres. les réponses des questions des autres. C'est une bonne réponse. Andriy Ponomar, l'Ukrainien Androni Giocattoli, et qui a 19 ans cette année. Allez, Anthony, allez, on y croit. Allez, 3. Ça a été fait, je crois. 3. Merde. Ça a déjà été. Mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Oui.
Ça donne 4 alors. 4. Oh là là, c'était pas pris la plus facile. Ah, l'enfoiré. À 5 près, combien y a-t-il de coureurs italiens engagés? Oh, c'est impossible ça. Ah si, c'est possible. Combien y a-t-il de coureurs italiens engagés? Et il faut savoir qu'il peut pas y en avoir plus de 8 par équipe. De 8 par équipe. Voilà, je cherchais un truc un peu... Ah, 8 par équipe. Combien? Donne-moi un chiffre de toute façon. 40. Eh bien, c'est une bonne réponse puisqu'ils sont 45. Non. Il est dit à 5 Oh près. là Je crois que c'était pile. Je crois que c'était. Ah, si ça avait été pile, là, je triplais les points. Ah oui, bien sûr, je te l'aurais accordé. Là. Ah oui. 45 Italiens qui sont prévus au départ de ce Giro d'Italia. Un point donc pour... Égalité avec Rémi Dos Santos. Bam. On repasse à Hugo pour la dernière, s'il me semble bien que c'est la dernière. Il te reste encore la 5, il reste encore bien la 6, 5, 6, et il doit rester encore la 10. 5, 6, 10, si ma mémoire est bonne. La 10. La 10. La 10 pour toi, pour rester dans la course. Avez-vous bien étudié le parcours? Ça te donne des petites haines à chaque fois. Quelles sont les 2 villes qui vont accueillir un chrono cette année? Budapest. Budapest est bon. Et Vérone. Et Vérone, c'est bon. Voilà le point qui reste. Hugo, tu restes dans la course. Sauf si Rémi Dos Santos marque ce point pour la 6 ou la 8. La 6, pardon. La 5 ou la 6, pardon. La 6. La 6. Waouh. C'est une bonne question. Il y a 3 anciens vainqueurs du Giro dans cette start list. Qui sont-ils? Carapaz, Nibali, Dumoulin. Et voilà, c'est le point. Hugo, t'es Oh déjà là hors jeu. là Ah oui, là mais là bon, il y en a des plus faciles, il y en a des plus durs. Quelle Hugo, magouille encore. Anthony, tu peux égaliser. Ah, j'ai encore une question. Bah oui, t'as encore une question. Ah, vas-y. Alors, c'est la 5. Citez-moi du coup, 5 coureurs qui font leur premier Giro cette année. Il y en a 40 au total. Van Der Poel. C'est bon, Van Der Poel. C'est bon. Un point. Dries de Bonte. Dries Non. de Bonte. Non. J'ai pas de Dries de Bonte dans la liste. Bah, il a jamais fait le tour, le Giro. Oui, mais non, mais est-ce qu'il est. Il l'a fait l'année dernière, si. Dries de Bonte, il est pas dans ma liste. Je suis Il désolé. a fait le Giro l'année Eh, dernière. voilà, Je il vais est pas dans vérifier, ma ouais. liste. Il fait 2 top 10. même. Guillaume Martin. Guillaume Martin, c'est bon. T'en as 2. Il m'en faut combien? Et 5. Oh, 5, c'est chaud. Hein. Ça va, t'as une demi-heure. Allez, tu peux rester dans la course. Allez. Tu peux... Il y en a 40 au Ouais. total, donc j'ai pas... 40 comme ça paraît facile, mais. Scottson. Scottson, non, il a dû le faire avant. Scottson, non, c'est pas bon. J'ai le droit à combien de jokers? Bah, tu n'en as pas le droit à beaucoup. Hein. Là, on va dire que t'as plus le droit à l'erreur. Ah ouais, t'es dur, toi. Bah oui, mais bon, il faut qu'on avance. Pavel Sivakov. Pavel Sivakov. Il est tombé l'année dernière, donc il y était. Il y était. Ouais, voilà. Est-ce que vous en avez Ouais, d'autres alors? J'aurais dû dire Ben Tulette, putain. Eh, Ben Tulette, c'était une bonne réponse. Bah oui, il vient de passer pro, je suis con. Vous en aviez d'autres? Hugo, Rémi? David. Clément Davy, c'est bon. Oh là là, Hugo, il était fort. Romain pourtant. Combo, je crois qu'il l'a pas fait. Romain Combo, c'est son premier Giro, tout simplement. Là, comme ça, je n'ai pas d'autres. Il y a aussi, alors, pour vous donner quelques... Lennart Kamna, c'est son premier. Kees Bol, c'est son premier. Binyam Girmay, c'est son premier grand tour aussi. Ah ouais. Hensman, Andrea Baggioli, donc j'ai Butrago aussi, qui est dans la liste Félix Gall. Pascal Encorn, on en a parlé tout à l'heure dans le podcast. Rui Oliveira, c'est son premier aussi. Odd Eking, donc Guillaume Martin l'a dit. Magnus Cort Nielsen. Edouard Tuns, Anthony Perez et Pierre-Luc Perrichon. Voilà, en gros, j'ai fait une liste assez forte. Et donc pour ce quiz, c'est donc la victoire de Rémi Dos Santos. Désolé pour le balbutiement, c'est un quiz un peu spécial. Merci Hugo d'avoir été avec nous. Alors, si tu avais gagné, tu n'aurais rien gagné du tout. Donc du coup, tu as perdu, tu as encore moins gagné. Est-ce que tu es content quand même?
Non, déjà, j'ai failli me prendre un retour de karma pour avoir vanné Anthony Nicolas, donc je vais me satisfaire de ce match nul déjà avec lui. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Tu gagnes la primeur, évidemment, de pouvoir écouter nos podcasts quand on les enregistrera, vu que tu es dans le Discord. Donc, à un moment où on enregistrera, on te le dira, et comme ça, tu pourras écouter en direct. C'est encore mieux parce que t'as pas les off à côté et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bon, merci beaucoup à toi Hugo. On te quitte. Bah, tu peux rester là-dessus. On va continuer notre podcast et puis on va faire évidemment les paris. C'est maintenant. Ah, c'est même pas vrai. Bon, on met les paris, c'est vrai. Alors, les paris spécial Giro d'Italia, encore une fois, et on va commencer très vite déjà en donnant les résultats du Tour de Romandie avec pas un sur le podium, incroyable, j'allais dire 1, 2, 3, quadruplé pour les paris. Donc Rémi Ionis-Aguirre, c'est Simon Geschke, Geraint Thomas, pour ma part, on n'en parle pas. Higuita, bon, il a gagné au moins une fois pour Jérémy. Peut-être on pourrait lui donner déjà, un demi-point. Déjà, il a gagné une étape. Et Anthony... Non. Parce qu'il y a Caruso pour Anthony et il a déjà essayé de gratter quelques points. J'ai pas vu Caruso sur le podium. Excuse-moi. Ah, mais si on fait des vrais podiums comme il y a en MotoGP maintenant, ils mettent les 3 premiers et 2 autres sur les côtés. Vous voyez, ça fait bien. Ça fait sympa. Bah, du coup, Caruso est sur le grand podium, on peut appeler ça. D'accord. Donc, je pense que je pourrais avoir un demi-point au moins dans le truc. Après, ça déraille, c'est sa bécane. Voilà, c'est le podcast moto qu'on va faire bientôt. Ionis-Aguirre fait 64e, mais il finit juste devant Chris Froome. Ah, donc ça veut dire que c'est un bon résultat. Ça veut dire que c'est un bon résultat. C'est un bon résultat. Allez, très rapidement, les paris sur le Giro, et après on aura une nouveauté que je vais vous expliquer derrière. Alors, qui maillot rose pour Rémi Dos Santos? Richard Carapace. Anthony? Ouais, pareil, Carapace. Et ça sera Landa pour moi. J'ai envie de miser sur lui. Qui maillot cyclamen? Rémi? Ewan. Ah oui. Anthony? Je vais dire Ewan aussi, mais... je sais que tu as envie de dire. Non, parce que apparemment, et vu qu'il a encore dit que cette année, il aimerait bien gagner sur tous les grands tours, j'ai des petits doutes sur le fait qu'il aille jusqu'au bout. Ah. Donc, je mets Ewan un peu entre guillemets. Écoute, vous avez mis Ewan, je change là, juste j'avais mis Ewan, je mets Mathieu Van Der Poel. Allez. Alors, tu vois, tout à l'heure, en début de podcast, j'ai dit que je savais pas dans quelle case le mettre. Et s'il y a bien une case où je l'aurais mis, c'était là. Ouais, mais il faut un petit peu de panache. On en a parlé d'ailleurs. Et grosse cote à mon avis. Hein. Ok. Qui meilleur jeune du coup de ce Giro cette année? João Almeida. João Almeida. Il est encore dans la catégorie? Ouais, il est de 98. Ouais, il est dedans. Bon, écoute, ça va, Anthony. Il est dedans parce que je l'ai mis aussi. Donc, j'ai vérifié avant parce que si j'ai une connerie, on va encore me bâcher. Almeida aussi? Ouais, Almeida aussi. Ouais. Je vais dire Sosa parce que j'aime bien beaucoup de panache dans. Lambda, Mathieu Van Der Poel, Sosa, mais pareil, ça rigole pas. Qui meilleur grimpeur, Rémi? Kemna. Ah, Kemna, c'est pas mal. Anto? Moi, je vais dire Bardet. Parce que tout à l'heure, je l'annonçais possible vainqueur au général, mais je me dis que ça peut cliquer sur le grimpeur si ça se passe pas comme il veut, donc je mettrais Bardet. Très bien, moi je mets un autre Français, Guillaume Martin, on en a parlé, c'était l'un de ses possibles objectifs sur ce Giro. Voilà, tout est fait pour ces pronos qui ne nous intéressent plus vraiment parce que maintenant on passe à un vrai truc, oui c'est une nouveauté, enfin pas vraiment une nouveauté parce qu'on l'avait fait dans mon peloton, on va reprendre le match des coureurs pour les paris, comme ça on aura évidemment des points qui seront cette fois-ci bien comptés, on fera bien sûr jouer les tweetos sur Twitter, on leur demandera aussi leur avis. Alors, 3 débutants en grand tour, Ben Tulette, Binyam Girmay et Romain Combo. Qui terminera devant lors du chrono lors de la première étape à Budapest? Parce que c'est pas un chrono. Tulette pour moi. Ben Tulette pour Rémi Dos Santos. Attends, dans le drive, c'était pas écrit que c'était au chrono. Ouais, mais non, mais j'ai changé là. De toute façon, ça change pas. Ah ouais, oui, comme d'habitude. Quand vous voyez que ça va pas de votre côté, vous changez. On a l'habitude. Moi, de toute façon, j'aurais dit Ben Tulette aussi, de toute façon, que ça soit au général ou sur le chrono. Moi, j'aurais dit Ben Tulette. Très bien. Et donc, j'ai changé Tulette. Et moi, je vais dire Binyam Girmay pour sa première étape, qui va même remporter l'étape devant Mathieu Van Der Poel. Voilà pour vous dire. Donc on va faire ça, on va faire le match des coureurs, on va mettre des points, je vais le mettre en plus sur Twitter pour que les gens puissent jouer, et à la fin on fera un petit classement, comme ça on sera sur des points, ça sera pas genre on essaie de gratter un demi-point parce que Caruso a fait 6ème et parce qu'en moto on met la moitié de la grille sur le podium. Non, on va, t'inquiète pas, on va régler ça tranquillement. On en a terminé de ce podcast Giro qui était encore une fois un petit peu
long comme d'habitude. Merci à vous deux d'avoir été là à mes côtés parce que encore une fois, Jérémy Sakian a fait autre chose, sûrement un poker ou alors à la piscine, je sais pas. Je vois pas trop la piscine. Que fait Jérémy Sakian de son temps libre? Nous l'ignorons. Oui, on l'ignore. Mais on le retrouvera très, très rapidement. Merci à Jérôme Pinault d'avoir été avec nous. Merci à notre auditeur, Hugo, d'avoir été si brillant dans le quiz et d'avoir fait autant de points qu'Anthony. Donc ça, c'est un petit peu honteux. Et puis, à la semaine prochaine pour la première partie de ce Giro qui part évidemment le 6 mai de Budapest. Salut à tous. Salut. Bye bye.